compose le SMEP, le syndicat de traitement des ordures ménagères à Lunel-Liel, le syndicat PIC et étant, pour l'élaboration du plan régional des déchets, des échanges intéressants entre les 6 présidents d'intercommunalité, les vice-présidents du SMEP, et l'apport, la contribution de la région à notre politique mise en œuvre qui vise à réduire les déchets à apporter à notre usine d'incinération. Les vendredis 4 et le lundi 7 février, le CODEV, avec notre vice-président délégué Alain Hugues et notre directeur Gabriel Bouscarin, la présidente Colette Sarfou, sont allés à la rencontre des élus des communes de Palavas-les-Faux et de Saint-Onest pour leur présenter ce conseil de développement qui maintenant, depuis plusieurs mois, travaille à travers un certain nombre de commissions. Mercredi 9 et jeudi 10 février avait lieu un forum d'information sur les risques majeurs au conseil départemental en présence de M. Réverbel et Fandos qui nous représentaient. Ici même, la semaine dernière, le vendredi 11 février, il y a eu une rencontre avec la presse en présence des vice-présidents. Bien, nous avons célébré le 10e anniversaire de notre intercommunalité puisque le 1er janvier 2012, la communauté d'agglomération voyait le jour, se transformant de communauté de communes en agglomération, et c'était l'occasion de rappeler le parcours depuis les années 70-71, qui avait été la création du premier syndicat, le CIVON, et puis son évolution avec les épisodes plus ou moins heureux ou douloureux, comme celui de l'agglomération forcée à la métropole, à l'agglomération de Montpellier, qui a duré que quelques années, heureusement, et qui a permis par la suite de créer la communauté de communes qui, en 2012, grâce à l'amendement que notre ancienne collègue, sénatrice Marie-Thérèse Brugère, avait déposé au Sénat, qui a été repris par le Parlement, de nous transformer en agglomération. Hier, nous étions avec Yvon Bourrel au Grau-du-Roi, dans le cadre du Forum des emplois saisonniers, le FLES, ce salon que nous organisons en alternance avec nos voisins de Terre de Camargue, donc une année à la Grande Motte et une année au Grau-du-Roi. Ce salon n'avait pas pu avoir lieu l'an dernier, et pour cause, en raison de la pandémie. Ce qu'on a pu constater malheureusement hier matin avec Yvon Bourrel et avec Arine Marty, nos services, c'est malheureusement une désaffection de public pour ce salon. Le matin était consacré à des emplois à pourvoir, plusieurs centaines d'emplois à pourvoir dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Et il y a eu très peu de candidats, puisque à peine quelques centaines de personnes se sont présentées, alors qu'il y avait dans la journée près de 1600 emplois à pourvoir. L'après-midi a été un peu plus fréquenté, mais l'après-midi était consacré au métier du commerce, au métier des services, donc où il y a eu plus de candidats, mais il faut bien reconnaître que les restaurants, les plages, les hôtels, les campings sont repartis bredouilles, avec pour certains aucun CV qu'ils n'avaient obtenu dans la matinée. Donc c'est quand même terrible et inquiétant, parce que la saison va arriver rapidement, et les professionnels avec lesquels on a pu échanger nous ont fait part de leur inquiétude. Et on le perçoit, on a 3 communes touristiques essentiellement, avec Palavas, Moglio, Carnon et la Grande Motte, où on s'attend à un été qui devrait être, comme l'an dernier, un bel été, une belle fréquentation, sauf qu'effectivement, les professionnels sont face à ce dilemme de ne pas trouver suffisamment de personnel, à la fois dans les cuisines, dans le service, dans l'hébergement. C'est donc un souci qui nous fait poser un certain nombre de questions sur la suite à donner à ce type de forum. On avait vu en décembre à Moglio également, en route vers l'emploi, qui n'avait pas non plus été d'une grande fréquentation. Voilà. Le forum pour le bâtiment. Le forum, oui, c'était au forum pour le bâtiment, qui était à Lunel et qui n'avait pas rencontré aucun succès avec Monique Bouisseret, notre présidente du PLI. Voilà, en tout cas, c'est à regretter. Dimanche avait lieu le second tour des élections municipales à Mudaison. Vous connaissez les résultats, et c'est la liste qui était conduite par M. Juan Ortega qui l'a emporté sur celle de Philippe Piclément, le maire sortant. Et donc, je vais installer ce soir les nouveaux élus de Mudaison. Donc, suite à ces élections qui viennent d'avoir lieu, j'installe dans leur nouvelle fonction
les conseillers communautaires que sont M. Juan Ortega, Annie Prudhomme, que nous retrouvons, qui a déjà siégé parmi nous, qui avait démissionné lorsque les démissions sont intervenues sur la commune de Milaison, et Philippe Piclément, qui nous a adressé ses excuses pour ce soir. Donc, bienvenue à Annie Prudhomme et à Juan Ortega, qui souhaite la bienvenue, à qui j'adresse, en mon nom et à notre nom à tous, nos sincères félicitations pour leur élection dimanche à la mairie de Milaison. Je propose de nommer comme secrétaire de séance notre jeune vice-président, Anthony Melin. Y a-t-il des oppositions? Abstention. Je demande donc à Anthony Melin de procéder à l'appel. Et merci Monsieur le Président, bonsoir à tous. Donc Melin Anthony, présent. Navarro Laurence. Rossignol Stéphane. Présent. Genin-Vigneault Joël. Bonnefou Brice. Présent. Berger Isabelle. Ré Bernard. Présent. Marguerite Sonia, d'un pouvoir Stéphane Rossignol. Papa Jean-Paul. Présent. Caudal Sophie. Huot Jean-Paul. Présent. Carlier Michel. Présent. Buistrin Monique. Valette Didier. Présent. Bourrel Yvon. Présent. Campagne Sophie. Denat France. Présent. Favier Caroline. Tricoire Laurent. Présent. Gély Laurence. Pradeil Laurent. Présent. Moulin Trafort Patricia. Pouvoir à Caroline Favier. Capelletti Laurent. Présent. Levaux Marie. Pouvoir à Yvon Bourrel. Sauté André. Pouvoir à Laurent Capelletti. Aiglin Sophie. Balsamo Dominique. Présent. Bourguet Daniel. Présent. Pelletier Marianne. Présent. Juan Bertrand. Présent. Parmentier Gilles. Présent. Ortega Jean. Présent. Prudhomme Annie. Présent. Piclément Philippe. A priori absent. Jean-Jean Christian. Présent. Bonafous Anne. Présent. Gomez Jean-Louis. Présent. Martel Canac Sylvie. Véverbel Guy. Présent. Arnal Sandrine. Présent. Hugues Alain. Présent. Thomas Florence. Présent. Fandos Georges. Présent. Pécou Martine. Présent. Bouscarin Jean-Louis. Présent. Et Dubois-Lambert Sandrine, d'un pouvoir Jean-Louis Bouscarin. Merci, Monsieur le Vice-président. Le quorum est largement atteint, nous pourrons délibérer. Avant de débuter, d'abord j'adresse tous mes voeux pour un très bon anniversaire à notre vice-président, Christian Jean-Jean. Donc, Monsieur le Vice-président, bon anniversaire. Ça se fête, hein, ça se fête. Voilà, on n'a que de l'eau pour l'instant, mais voilà. Et puis, avant d'attaquer l'ordre du jour, je vais demander à Stéphanie Dumagel de nous présenter le logo des 10 ans de notre agglomération que nous avons présenté à la presse vendredi dernier. Je veux préciser que ce logo a été réalisé entièrement par le service communication. Donc on n'a pas fait appel à une agence. Voilà, donc allons-y pour la présentation. Voilà, un logo qui reprend notre logo institutionnel. Dans le prochain magazine de l'agglomération, il y aura des pages consacrées à ces 10 ans, retour sur les 10 ans, tout ce qui a été réalisé depuis, le parcours et la place aujourd'hui qu'occupe notre agglomération, je le disais, sur la carte départementale, 4e bassin d'emploi, à côté de la métropole de Montpellier. Je disais aujourd'hui une agglomération enviée, qui a souvent été convoitée, plus trop aujourd'hui parce qu'on a mis un frein aux agglomérations forcées, mais en tout cas on peut être tous fiers, que nous soyons, de ce beau bilan accompli. Et puis ce qu'on a précisé les uns et les autres, c'est que, on le sait, notre agglomération fait fi de toute considération personnelle, communale. C'est chaque fois, sur tous les sujets que nous avons portés, c'est l'intérêt général qui a toujours primé sur le reste, et notamment sur les considérations politiques. La politique, chacun peut en faire à son niveau.
mais elle n'a pas lieu d'être ici dans notre assemblée. On l'a souvent démontré, on a chacun nos idées, nos principes, nos valeurs. Je crois qu'on partage tous les mêmes valeurs et donc c'est important de le préciser. Alors, notre ordre du jour de ce soir comporte cette délibération, donc on n'a pas un ordre du jour très important. Je vais vous demander d'abord de me donner acte des décisions que j'ai été amené à prendre, ainsi que celles prises par le bureau communautaire qu'on vous a transmis. Y a-t-il là-dessus, M. Parmentier? Oui, bonjour. Bonjour à tous, chers collègues. J'ai une question concernant la délibération numéro 13-2022 du bureau communautaire du 9 février 2022 concernant la convention avec le Conservatoire du Littoral pour la gestion du lido de l'Or. Ma question porte sur le devenir justement du parking du Petit Travers et du projet de mise en place de tarification. Où on en est de ce projet. Je vous remercie. Alors, on a depuis de nombreux mois, avec Yvon Bourrel et avec le nouveau délégué du Conservatoire, engagé des discussions sur la gestion de ce site, qui a un certain coût, je dirais même un coût certain. Ce site a été entretenu pour partie par la ville de Moguio-Carnon et par l'agglomération. Nous avons aujourd'hui donc signé une convention bipartite entre nous-mêmes et le Conservatoire du Littoral, qui vise à ce que l'agglo va entretenir, et l'a fait déjà, ce site, notamment la voie qui amène vers les parkings, les cheminements vers la plage. En ce qui concerne le parking, vous le savez, je laisserai Yvon Bourrel compléter, la volonté de la commune de Moguio-Carnon d'instituer, justement pour participer au financement de l'entretien de ce site, un stationnement payant qui pour l'instant a été reporté, mais je laisse le soin à Yvon Bourrel de poursuivre sur ce sujet. Merci Président. En fait, la convention, le principe de convention qui est signé laisse la porte ouverte à cette disposition qui n'est pas, elle n'est ni actée ni écartée, elle est potentiellement réalisable. Et quand nous aurons mis en place nos dispositions définitives sur le stationnement à Carnon, qui sera payant avec, bien entendu, des facilités consenties aux contribuables sur la base que l'usager doit être également un contributeur aux aménagements dont il bénéficie, il va de soi que le parking du Grand Travers, le directeur du conservatoire en convient, sera vraisemblablement, et en tout cas très fortement sollicité pour participer à un trait de côte auquel nous affectons les recettes de la commune de Moguio-Carnon. Je le rappelle. Je rappelle un peu d'histoire. Le Mas-Jalabert, sur lequel aujourd'hui le département a aménagé un parking géré, transféré au domaine communal au bout de 3 ans, est un parking aujourd'hui qui est payant, dont les recettes sont affectées à l'entretien du milieu naturel, des dunes et de tout le cordon dunaire. Et il est convenu avec le conservatoire que dans l'idée, quand nous avons parlé avec le président, le directeur du conservatoire et mon service, il a été évoqué le principe que, effectivement, il pourrait y avoir une affectation des recettes, si recettes il y avait un jour, au maintien, à la préservation du domaine naturel. Ce ne seraient pas des recettes dynamiques dans le sens qu'elles pourraient être affectées ailleurs. Ce seraient des recettes qui seraient fléchées. Donc nous y sommes allés. Le chemin de la discussion, la voie de la discussion est ouverte. Le chemin aujourd'hui est entretenu aux frais de l'agglomération, c'est-à-dire à nos frais des uns et des autres. Et je tiens un double langage, celui de l'intérêt, certes de la commune, mais aussi de la communauté d'agglomération, et surtout au bénéfice d'une action qui est, enfin, sur la proposition que nous avions initialement faite en conseil municipal, et qui sera réitérée, on verra en quel terme et avec quel montant, qui était quand même de nature vraiment très
très raisonnable et modeste au regard de ce qui se pratique ailleurs, avec une finalité clairement affichée, celle de participer au plan de gestion, pour lequel je remercie encore une fois la région, le département, l'État de leur contribution, certes, mais le plan de gestion aujourd'hui, il tangente facilement les 400 ou 500 000 euros, il est à la charge des collectivités. La commune de Moguio s'est désengagée cette année au motif que le conservatoire n'a pas voulu faire payer, puisque la convention ne lie aujourd'hui, comme l'a dit tout à l'heure notre président, elle ne lie que le conservatoire et la communauté d'agglomération. Ensuite, il y a des dispositions de bonne gestion et de bonne entente entre la commune et la communauté d'agglomération. On ne considère pas que la commune a sa vie indépendamment de la communauté d'agglomération. Nous sommes dans le projet de territoire, nous sommes dans des intérêts communs et nous sommes dans des enjeux que je souhaite voir partagés par les uns et par les autres, y compris parfois par vous, M. Parmentier, ou par d'autres personnes, au motif que l'usager doit être, à notre sens, un contributeur au bien-être général, et notamment celui de l'écosystème. Voilà. Donc, le document, à ma connaissance, en tout cas, reprenez-moi si je m'égare, ce qui n'est pas du tout sûr, le document ne spécifie pas ces dispositions-là. La voie est ouverte, le champ de discussion est ouvert. Tout à fait. Rien n'est fermé dans les échanges que nous avons eus avec le conservatoire du littoral. Et puis par ailleurs, préciser aussi, M. Parmentier, que nous avons convenu de mettre en place un comité de pilotage avec les communes de Moguio-Carnon et de la Grande-Motte et l'agglomération avec le conservatoire pour justement avancer, échanger dans le cadre de ce site qu'il est important de préserver, mais tout en laissant aussi la possibilité à tout un chacun de venir à la plage dans de bonnes conditions. Pas d'autres questions sur ces décisions? Donc, je vous demande d'en donner acte. Vous avez également reçu le procès-verbal de notre dernière séance, qui était le 15 décembre dernier. Je n'ai pas reçu d'observation écrite. Y a-t-il des observations orales? S'il n'y en a pas, eh bien, je vais vous demander de procéder à l'adoption. Le vote est ouvert. Voilà, le vote est clos. C'est l'unanimité. Je vous remercie. Avant de passer au premier point de l'ordre du jour, je vais peut-être laisser la parole à M. Ortega, s'il veut dire quelques mots pour son... Tout d'abord, merci pour votre accueil. Voilà, de nouveaux élus se présentent à vous ce soir, les nouveaux élus lyonnais, donc on n'a qu'une envie, c'est de se mettre au travail. Merci pour votre accueil. Merci, chers collègues. Bienvenue encore. Premier rapport concernant l'enfance-jeunesse, il s'agit du séjour hiver 2022 dans son organisation et ses tarifs, et le rapporteur est notre vice-président, M. Jean-Louis Bouscarin. Alors, espace jeune, séjour 2022, organisation et tarifs. Comme chaque année, l'agglomération organise des séjours hiver pour des adolescents. Il est proposé pour cette saison 2022 de réaliser un voyage de 7 jours à Saint-Léger-les-Mélèzes, dans les Hautes-Alpes, pour 36 adolescents autour de l'apprentissage des sports d'hiver et des activités de glisse. Le Conseil est donc invité à prendre connaissance des modalités d'organisation de ce séjour, approuver les tarifs en annexe et autoriser le président ou le vice-président délégué à signer toute pièce à intervenir dans cette affaire. Merci, M. le vice-président. Donc voilà, les séjours qui reprennent. Vous savez que malheureusement les séjours avaient été annulés pour raisons sanitaires. Donc on est ravis que cet été déjà, et puis cet hiver prochain, on puisse les renouveler. Le vote est ouvert. Le vote est clos. C'est un vote unanime. Je vous en remercie. Attractivité économique avec la convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage conclue avec la SPL Loire Aménagement. C'est un avenant numéro 4 dans la modification des éléments contractuels de la convention suite à l'évolution du projet. Rapporteur, M. Christian Jean-Jean. Et voilà, Yvon Bourrel se déporte. Oui, en tant que président de la SPL. En 2013, le Pays de l'Or a signé une convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage, à nous, avec l'Or Aménagement,
pour la conduite des différentes phases de mise en œuvre de l'opération d'aménagement de la ZAC, les portes de l'aéroport. La convention a été ajustée à différentes reprises afin de tenir compte des évolutions du projet, réduction de son périmètre, le planning des opérations foncières et la création de la bretelle d'accès. Depuis 2020, le contexte sanitaire et économique incertain ont des effets sur la commercialisation qui a pris du retard par rapport au planning initial. Le promoteur s'est engagé à prendre en charge les conséquences financières de ces reports pour l'agglomération, y compris le surplus de rémunération de la SPL lors aménagement. Un avenant numéro 4 vient acter la prolongation de la convention jusqu'au 31 décembre 2024 et l'évolution de la rémunération de la SPL. Le conseil d'agglomération est invité à adopter l'avenant numéro 4 à la convention d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de la ZAC des portes de l'aéroport exposées ci-dessus et autoriser le président ou vice-président délégué à signer l'avenant ainsi présenté. Merci, monsieur le vice-président. Je vous invite à approuver cet avenant qui ne remet pas en cause, mais au contraire qui conforte la suite des opérations. Donc encore 3 personnes qui n'ont pas voté. Ah oui, là. Oui. Donc le vote est terminé, le vote est clos. Donc voilà, non-votant, donc c'est Yvon Bourret qui s'est déporté, donc c'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. On va demander à cette rentrée Yvon Bourret. Voilà, le rapport suivant. Donc, c'est la réalisation d'un barreau routier de liaison entre la zone de frais aéroportuaire et la route départementale 189. C'est l'actualisation de la convention financière initiale et la signature d'une convention relative à la mise en place d'un plan de gestion. Rapporteur, notre vice-président, M. Jean-Louis Gomez. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonsoir. En avril 2018, il a été décidé de porter l'opération de réalisation de barreau routier de liaison entre la RD 189 et la RD 172 en partenariat avec l'aéroport, la région, le département et la commune de Montgueux-Carnon. Le montant initial de l'opération était de 2 352 750 € hors taxes. Les études d'avant-projet provisoires qui se sont déroulées en 2018 et 2019 ont conduit à l'actualisation du projet et à l'établissement d'un plan de gestion par la mise en place de mesures compensatoires. De même, l'aéroport a souhaité revoir sa participation et la commune de Montgueux a figé le montant. Le montant de l'opération est ajusté pour tenir compte de ces évolutions à 3 728 330 € hors taxes. Il est donc nécessaire de revoir les participations des partenaires. Les montants actualisés répartis suivant la nouvelle ventilation sont présentés dans les 2 tableaux du présent rapport. La participation de l'agglomération s'établit à 36,2%, soit 1 432 012 € hors taxes. Le planning prévisionnel prévoit la réalisation de ce barreau routier en 2024. Le conseil d'agglomération est invité à valider le financement de l'opération de création d'un barreau routier départemental entre la zone de fret aéroportuaire et la RD 189, à autoriser le président ou le vice-président délégué à signer les conventions jointes d'un annexe et d'autoriser le président ou le vice-président délégué à signer tous les documents intervenant dans cette affaire. Merci. Voilà, il y a eu de longues discussions, de longues tractations, mais qui aujourd'hui aboutissent. Monsieur Parmentier. Merci, Monsieur le Président. Moi, dimanche, j'ai abordé l'étude des dossiers du Conseil de rémunération avec entrain, parce que nous sommes à une période où il est important de montrer les qualités des élus pour que, effectivement, les maires ici présents et les conseillers départementaux jugent légitime la candidature de certains candidats à l'élection présidentielle et donc accordent leur parrainage à ceux qui en ont besoin. Donc moi je voulais effectivement montrer tout le sérieux que certaines formations politiques peuvent avoir. Et donc j'ai étudié les dossiers avec entrain et malheureusement est arrivé ce dossier-là, ce rapport 3, qui m'a un peu flingué, m'a mis de mauvaise humeur pour un dimanche. Parce que c'est un peu... je suis un peu tombé de ma chaise. On a une majoration de 60%
quand même du projet, plus 1,4 million d'euros du coût de l'opération, ce qui est énorme, c'est plus 1 million d'euros pour les travaux. Pour le coût des acquisitions foncières, on fait du x3, on passe de un peu moins de 100 000 à 300 000 euros, et au final, on a un projet à au moins 4 150 000 euros, et je trouve ça beaucoup. En plus, ce projet de barreau routier, il est justifié par l'anticipation d'une augmentation du trafic du fret routier au niveau de la zone de fret de l'aéroport, alors que, dans le même temps, les entreprises espérées ne viennent pas s'y installer. Dernier exemple en date, c'est quand même ASICS, hein, qui n'a pas pu venir s'implanter là et qui est parti dans le Gard. Donc là, on met vraiment la charrue avant les bœufs, et il existe pourtant d'ailleurs d'autres solutions, moins chères à mon avis, plus logiques, pour résoudre ce problème de trafic au niveau de l'aéroport. La première solution, c'est d'améliorer tout simplement la route entre le rond-point de la Blanquière et le rond-point de la zone de fret de l'aéroport. La petite portion, c'est 300 mètres, et il y aurait effectivement possibilité d'améliorer cette portion de 300 mètres sans avoir besoin de construire une route à travers l'Auguière. La deuxième solution, c'est améliorer l'intersection entre la D172 et l'avenue Jacqueline-Noriol, l'avenue de l'aéroport. Il y a la place pour le faire, et en plus l'accès à la D66, c'est-à-dire à l'aéroport après et à Montpellier, est bien plus simple et bien plus rapide. Donc moi je ne comprends pas pourquoi on s'entête sur ce projet-là. Je pense qu'au regard de l'augmentation du coût de l'opération, il faut tout simplement prendre le recul nécessaire, d'étudier les autres solutions à fond avant de prendre cette décision. Je vous remercie. Bien entendu, je voterai contre. Oui, M. Bourguier. Oui, donc moi je veux rappeler que bon, nous étions, depuis le début, nous avions fait des propositions aussi alternatives. Donc ce projet, c'est un projet qui est tout à fait inutile, donc qui coûte très cher mais qui est tout à fait inutile, qui en plus va causer quand même des dégâts pour le hameau de Vauguières, qui va couper les terres agricoles en deux, qui va être surélevé, donc qui va poser des problèmes hydrauliques. Et c'est surtout qu'il ne sert à rien. Par contre, il est inscrit dans le SCOT. Nous, c'est ce qui nous inquiète le plus, et ce qu'on avait fait remarquer dans l'enquête publique, c'est que ce projet s'inscrit dans un projet à long terme du département, hein, qui est de relier ce barreau à l'ADEME. En réalité, ce n'est pas pour la zone portuaire qu'on le fait. En réalité, on le fait pour d'autres raisons. C'est pour faire le contournement est de Montpellier. Donc ça veut dire que notre territoire, de nouveau, va être sacrifié sur l'autel de la métropole. Et c'est ça le vrai fond de ce dossier. D'ailleurs, on se dit que c'est pour la zone portuaire. La zone portuaire appartient à l'aéroport. L'aéroport s'aperçoit qu'il ne met même pas un euro dans l'affaire. Donc ça veut bien dire que ce n'est pas pour la zone portuaire qu'on le fait. C'est un faux débat. Parce que, là, comme le dit M. Parmentier, la RD 172 existe. Les camions n'ont qu'à emprunter la RD 172. On n'a pas besoin de faire autrement. Donc, créer un rond-point de plus sur la RD 189, ça va créer encore plus de bouchons le matin pour les gens qui vont à Montpellier. Donc c'est un projet néfaste et inutile. Voilà ce que je voulais dire. Bien, laissez Yvon Bourrel répondre sur ce dossier. Simplement préciser que nous sommes en partenariat avec la région et le département qui, M. Parmentier, ont augmenté également leur part. Et que ce dossier aussi n'a pas été mené comme ça, d'un coup de plume, d'un coup de trait sur un plan. Il a été étudié par tous les services. Contrairement à Mme Bourguet, je pense que les élus du Conseil régional Rennes voteront contre ce projet à la prochaine CP. M. Bourrel. Merci, Président. Monsieur, les différentes formations qui se sont exprimées ce soir m'ont fait part également de leur désaccord au conseil municipal. Néanmoins, de manière vraiment très, très généraliste, je voudrais attirer votre attention sur le fait que notre territoire est un territoire dynamique.
Dynamique, ça veut dire qu'il bouge. Ça veut dire que le paramétrage économique tel qu'il est à Limoux, ma terre natale, où rien ne bouge depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et le paramétrage économique que nous connaissons autour de l'aéroport, qui, comme vous le voyez, prend un essor de véritable aéroport national par son volume d'activité, appelle fatalement des évolutions que je conçois être parfois défavorables à la tranquillité, aux habitudes des résidents de Voguères-le-Bas, Voguères-le-Haut. Nous avons rencontré les collectifs, bien que n'étant pas maître d'ouvrage, je laisserai le soin de notre conseiller départemental, s'il souhaite s'exprimer, dire que c'est le département qui a la main pour la concertation, pour l'enquête publique et tout cela. Ce que je veux vous dire, c'est que si je prends par exemple la RD 66, qui est après l'autoroute l'axe le plus fréquenté, qui pose problème aujourd'hui pour aller de Montpellier à la mer, qui pose problème pour accéder aux zones d'activité de Fréjus-Est, Fréjus-Ouest, qui pose des problèmes à la métropole pour aller à la zone des commandeurs, avec bientôt le stade de Nicolet. Ça fait presque 10 ans que nous essayons de réfléchir à un échangeur qui coûterait 10 millions d'euros, vous voyez où on en est, dont on ne trouve pas l'aboutissement parce que les financements sont complexes, que techniquement c'est complexe, et qu'on répugne aujourd'hui, selon le dogme de l'État auquel on peut parfois adhérer, de ne pas déséquilibrer les terres agricoles, de ne pas tout aménager au détriment de l'identité, de l'ADN agricole de notre intercommunalité. Néanmoins, quand on ne fait rien, tout est embolisé, et la dernière réunion que nous avons tenue avec les services de l'État, la gendarmerie, le maire de Latte, le maire de Péronne, en mairie de Péronne la semaine dernière, pour parler du stade de Nicolet, avec l'embolie prévisionnelle de tout ce qui va se passer, parce que ça sera autre chose qu'un stade, appelle une action. La communauté d'agglomération a agi déjà en 2012 avec la création d'un premier rond-point, là où il y avait l'âne, il n'y a pas de symbole, juste après l'école, où on essaie de trouver un dégagement de la zone de frais. Ce rond-point avait coûté 450 000 euros, grosso modo. Un tiers payé par l'agglomération, par la communauté de communes du Pays de l'Or, c'était 2011, on n'était pas encore en communauté d'agglo. Un tiers payé par l'aéroport, un tiers payé par l'aménageur. Aujourd'hui, nous montons en puissance et nous avons de belles entreprises, comme l'entreprise de catamaran Outre-mer, par exemple, qui appellent nécessairement des aménagements pour le fonctionnement, j'allais dire, physique de l'activité économique que nous essayons de développer, j'attire votre attention, sur l'emprise aéroportuaire et pas sur le grignotage des terres agricoles, puisque le PLU de la commune n'a pas évolué. Nous sommes en révision, nous aurons l'occasion d'en parler. Il n'y a pas de volonté délibérée d'accroître une forme de déséquilibre, d'appropriation abusive d'une économie entrepreneuriale et l'économie au sens des PME-PMI au détriment de l'économie agricole. Cela dit, évidemment que pour aller d'un point A à un point B, je constate qu'on ne fait pas l'omelette sans casser les œufs. C'est vrai que nous avons essayé de trouver le tracé le moins impactant. C'est vrai aussi que le département a une stratégie d'aménageur qui ne se résume pas à une simple percée. Nous y avons pensé, M. Parmentier, faire un barreau tout droit, aller à l'endroit qu'on appelle les anguilles, si ce n'est qu'il faut quand même dézinguer deux ou trois maisons d'habitation. Et le travail, j'allais dire, stratégique de cheminement qui a été fait avec les flux, on chante la 172 qui n'ira plus vers la 189, on ne pourra plus passer, faire un bonjour aux gens de la banquière pour leur passer devant. Il y a une stratégie d'élargissement, d'admission sur les points d'échange au niveau de Cavesto et un peu plus haut, avec la création d'un point d'échange à Garrigue-Basse du département, pour justement élargir, délester, aller vers plus de fluidité et permettre aux usagers de la 172 d'aller vers l'aéroport pour prendre leur avion ou pour aller au centre d'affaires. Donc, ce que je dis, c'est que ça relève d'une logique où on a bien pesé les choses. Effectivement, il y a des dommages collatéraux que nous essayons de minimiser. Nous avons été à l'écoute des attentes, surtout ce que voulaient pas les gens, et le bon sens aussi est une chose qu'on peut partager. Permettez-moi quand même d'avoir cette prétention, de dire qu'effectivement, quand on peut faire bien, on s'y emploie.
Et effectivement, on ne peut pas non plus avoir une économie pour qu'elle soit redistributive, il faut aussi qu'elle marche. Elle marche. Il y a des années, le collectif de Vauguières s'est insurgé contre Eurogard avec des centaines d'hectares sacrifiés. Ce combat est fini. Aujourd'hui, nous sommes dans la mesure. On est dans un aménagement qui est concerté, qui est pensé, qui est le plus possible équilibré et qui se fait le plus possible au bénéfice des PME, PMI et du bassin d'emploi. Et si on veut avoir un petit peu d'argent à redistribuer aux uns et aux autres, à ceux qui attendent un boulot ou à ceux qui attendent d'être aidés, il faut aussi que l'économie dégage des bénéfices. Pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Et j'attire votre attention sur le fait que la région, qui est le partenaire des collectivités des EPCI, nous marchons main dans la main. On peut avoir des fois de divergences, mais nous travaillons pour le bien commun. Et le département, il y a une trilogie là-dessus, qui est vraiment un triptyque qui est fort. Et c'est vrai que malheureusement, l'État, parce que quand on parle de l'aéroport, on parle de l'État. L'État s'est désengagé par rapport à la crise, par rapport à certaines choses, et au titre de l'aide à l'immobilier d'entreprise, eh bien, au titre de l'aide à la reprise économique, nous avons fait le choix, dans les gouvernances intercommunales, départementales et régionales, d'être solidaires. Solidaires. Voilà. Ça, on a essayé d'apporter notre contribution, et c'est vrai que c'est une ardoise. Même la commune de Moguio a participé à hauteur de 170 000 €. On n'avait pas à le faire. La compétence, quand il a fallu taper à la main, que la région et le département ont exigé que les 50% qui mettaient 25 chacun et que les autres, il fallait qu'on fasse notre affaire entre l'agglo et l'aéroport, mais la commune de Moguio a participé alors qu'elle n'était pas obligée de le faire. C'est pour ça que le montant est figé, qu'on n'a pas voulu aller dans quelque chose de démesuré, pour justement, au motif qu'elle ait bénéficié d'une taxe d'aménagement dont nous avions pris la délibération pour pondérer le curseur et renoncer à une partie des recettes induites par ASICS, et avec une contribution pour justement montrer l'intérêt que nous avions, nos communes, de la solidarité pour essayer d'aider l'intercommunalité, puisqu'on en était pour une part bénéficiaire, à participer à cette affaire. Voilà. Voilà la genèse de l'histoire. C'est votre droit de ne pas être d'accord, c'est le droit de M. Bourguet, nous l'entendons, mais je pense que les considérants l'emportent peut-être sur une analyse qui serait peut-être un petit peu étroite. N'y voyez là aucune mauvaise critique, mais une critique qui ne serait pas une analyse suffisamment macro par rapport aux intérêts que je viens de développer. Voilà. M. Bourguet. Oui, je ne vais pas revenir dans le débat, c'est juste que je voudrais savoir pourquoi l'aéroport ne met plus d'argent dans cette affaire. Pour des raisons économiques, un aéroport, comme tous les aéroports, a subi une année 2020 et une année 2021 très difficiles. Donc les finances de l'aéroport ne sont plus aussi saines qu'elles les étaient, alors qu'on était, on s'en rappelle, en 2019 sur une évolution très bonne, très positive. Hein. Il y avait des objectifs qui avaient été fixés à 2 500 000 voyageurs. Il y a eu une chute à moins de 1 million de voyageurs en 2020 et l'année 2021 n'a pas eu non plus l'évolution que l'aéroport avait pensé. Donc du coup l'aéroport nous a demandé à la fois à la région, à l'agglomération, au département de se désengager parce qu'elle ne pouvait pas porter cet investissement et on se doit quand même d'accompagner aussi. Je pense qu'il faut le voir, M. Bourguet, dans le temps long, c'est-à-dire pas sur une mandature. Oui. Il faut le voir sur un pas de temps, peut-être 10 ans, 20 ans, voir ce que vraiment ce moteur économique apporte, ce poumon économique apporte, et au moment où ce poumon a des problèmes, et on est solidaire, voilà. Mais pas du temps éternel, parce que... C'est clair que c'est ponctuel, hein. On a bien précisé à l'aéroport qu'on tenait compte, mais sur notre dossier, l'aéroport est partenaire, mais on se rend compte qu'on a quand même la chance d'avoir sur notre territoire, sur notre pays de l'Or, un aéroport de la taille de celui de Montpellier, qui, contrairement à d'autres aéroports, a mieux résisté à la crise, hein, même s'il a été très atteint. Il faut reconnaître qu'autour de l'aéroport, sur cette plateforme aéroportuaire, on a un développement économique sans précédent. Et que donc on se doit de l'accompagner, et c'est notre moyen aussi, notre manière de l'accompagner avec les autres collectivités que sont la région et le département, pour permettre ces accès qui
soit le plus facilité. Monsieur Parmentier, monsieur le conseiller départemental. Non, très rapidement, simplement parce que le département va intervenir non seulement financièrement, mais derrière, il va effectuer des aménagements complémentaires. Pour connaître la qualité des ingénieurs, dites-vous bien que s'ils sont allés sur ce projet, c'est qu'ils y voyaient un intérêt. Il y a un intérêt d'aménagement certain à l'échelle du département, comme là il dit très bien Yvon. On a des soucis, on va au-devant de soucis sur la RD 66 qu'on ne mesure pas encore. Et donc, on va être obligé de trouver des solutions. Même si la voiture, on veut l'isoler, on va devoir trouver des solutions. Je dis simplement qu'en revanche, pour ce qui est de l'aéroport, on comprend les réalités économiques d'un aéroport. S'il nous arrivait d'envisager d'autres aménagements, je serais plutôt enclin à préconiser d'essayer d'envisager les choses de façon très pluriannuelle, de cahier des charges avec eux pour essayer d'envisager qu'ils anticipent aussi d'éventuels aménagements qui viendraient à les servir et qu'on pourrait financer également avec leur aide. Voilà, simplement anticiper, ça permet souvent de créer les conditions d'y parler. Merci, monsieur le conseiller départemental, monsieur Parmentier. Oui, merci, monsieur le président. Pour réagir aux propos de monsieur Borel, premier point, je pense que on ne peut pas comparer ce projet de barreau routier avec celui d'un échangeur important pour tout le sud de Montpellier. À mon avis, cette comparaison là-dessus n'est pas raison. Je reviendrai aussi sur ce que vous avez dit par rapport à la route entre le rond-point de la Blanquière et celui de la zone de fret de l'aéroport, où il faudrait raser 3 maisons. Pour le coup, les camions se croisent déjà, difficilement, mais ils se croisent déjà sur cette route. Il n'y a pas besoin d'agrandir de 3 mètres de chaque côté. Donc il y a la place d'agrandir de 1 mètre en tout, sans raser les maisons. Donc, et enfin, nous sommes tous conscients qu'il y a un besoin d'amélioration des infrastructures routières pour la zone. On n'est pas, enfin, je parle pour moi, mais je pense que M. Bourguet est sur la même position. On n'est pas sur une opposition à toute amélioration. On veut une amélioration, mais le projet proposé ne nous convient pas. Et effectivement, d'autant plus que la RD 189 n'est toujours pas doublée, qu'elle est déjà saturée, et que là aussi, c'est un vrai problème à régler. Merci. Oui, on fait la conclusion. Un dernier mot. Dans le cadre du PDU, du plan de déplacement urbain, le choix a été fait par le département de privilégier, quoi qu'il en coûte, comme disent certaines personnes, la fonctionnalité de cette route en la mettant hors d'eau, ce qui n'était pas le cas précédemment par rapport aux épanchements de la Valorie, et de dire que la 172, elle n'est pas sacrifiée, mais elle est considérée ad vitam aeternam comme un réseau secondaire qui ne fera pas l'objet de l'aménagement d'une chaussée plus large, génératrice d'un flux plus important, que le cursus ne peut absorber. Et ce que je veux simplement vous dire, c'est que par rapport à la RD 66, quand on ne fait pas quelque chose, c'est terrible, et quand on fait quelque chose, c'est pas la bonne solution. C'est sûr que c'est sûr qu'on est le bien est l'ennemi du bien, mais ayez en tête que stratégiquement, le choix du département, il ne m'appartient pas de le défendre. Je ne suis pas conseiller départemental, mais ça a été discuté avec la commune, et on a dit, le département a dit, nous subventionnerons, nous ferons des aménagements en tant que gestionnaire des routes, au titre du PPRI, au titre d'une sauvegarde d'un flux de véhicules qui, par épisode Cévenol, sera hors d'eau. Et en ce moment, on travaille sur des aménagements relatifs justement à ces problèmes hydrauliques qu'on a partiellement résolus. Bon, vous êtes nouveau sur la commune, mais il y a en 2006, en 2003, en 1982, nous avons eu des épisodes terribles. On a sorti déjà un bateau, il y a M. Tricoire qui est pompier, il pourra vous dire qu'il faisait de la barque ce jour-là. Donc on est arrivé à résoudre des problèmes parce que dans la stratégie d'aménagement des réseaux d'hier et des mises hors d'eau, on a travaillé pour justement privilégier cet axe-là. Voilà, c'est tout ce que je peux. Monsieur Bourguet, on conclut, on ne va pas y passer la soirée. Voilà, vous êtes exprimé à 2 reprises, donc je pense que tout a été dit là. Non, mais, rapidement. Mais... Oui, rapidement, c'est juste pour élargir le débat à un autre sujet, puisque on parle de la RD 66. Et justement, quand vous avez fait la conférence de presse pour les 10 ans de l'agglomération du Pays de l'Or,
vous avez dit dans J'ai lu ça dans le Midi Libre que vous ne souhaitez pas qu'on mette à l'étude le prolongement de la ligne du tramway. Or, quand on parle du problème de la RD 66, c'est à ça qu'il faut réfléchir. C'est comment on peut la désengorger des voitures. Et le tramway en fait partie. Il peut y avoir d'autres aussi solutions, plus de navettes de bus, il peut y avoir d'autres choses. Et j'ai trouvé regrettable que vous ayez eu cette position. Et je pense que ce sujet du tramway, ça devrait faire l'objet d'un débat plus public, plus général, que ce ne soit pas si tranché comme un coup de couperet. Je pense que ça pourrait faire l'objet même d'une concertation avec les populations de Palavas, de la Grande Motte et de Carnon, parce que je pense que c'est un sujet qui mérite une analyse bien plus profonde et bien plus sérieuse. J'ai simplement précisé qu'en effet, ce n'était pas d'actualité cette étude. Ce qui était plus urgent, c'était aujourd'hui de relier la gare SNCF, la gare TGV à notre aéroport, parce que là, il y a une cohérence. Le PEM aussi, qui est un sujet qui traîne, et notre vice-président a eu l'occasion d'aborder avec le maire de Bayargues récemment. Le tram à la mer, c'est pas de notre fait, c'est à une certaine époque qui s'était arrêté à Pérol. Aujourd'hui, je le disais, même on le souhaiterait, on n'a pas les moyens financiers, et en tant que président, et je pense que mes collègues seraient aussi d'accord là-dessus, de ne pas s'engager financièrement dans le financement de plusieurs kilomètres. Vous connaissez le coût d'un kilomètre de tram, donc aujourd'hui on n'est pas en capacité, même on le souhaiterait, de porter ce financement. Je pense que les habitants de notre territoire ont d'autres attentes que d'avoir un tram qui serait surtout utile aux habitants de la métropole et pas du tout aux habitants de notre territoire. Donc il nous faudrait financer un tramway c'est une bonne chose aussi de permettre. Mais aujourd'hui, nous avons d'autres solutions. Nous avons des navettes l'été qui fonctionnent parfaitement bien. Et donc, les maires qui sont les plus concernés, moi moins que mes collègues Christian Jean-Jean et Yvon Bourrel, par l'arrivée du tram à la mer, ont eu l'occasion aussi de s'exprimer là-dessus, en mentionnant que c'était aujourd'hui loin d'être une priorité, à la fois pour notre territoire et pour ces communes. Voilà. Je crois que Christian a eu l'occasion de le dire, et Yvon également là-dessus. Bien, on va passer au vote, si vous voulez bien. Le vote est ouvert. Voilà, le vote est clos. Donc, 4 votes contre. Le dossier est retenu, est approuvé avec 40 voix. Donc, merci, chers collègues. Rapport suivant, il s'agit de l'augmentation du capital social de la SPL Occitanie Events avec l'approbation des modifications portant sur les augmentations du capital social, l'autorisation aux représentants de la communauté d'agglomération du Pays de l'Orne de voter favorablement aux résolutions portant sur les modifications corrélatives des statuts présentées à l'Assemblée générale extraordinaire de la SPL Occitanie Events et de la participation de notre agglomération à l'augmentation du capital de la SPL Occitanie Events. Rapporteur, notre vice-président Yvon Bourrel, et je me déporterai pour ce dossier. Merci, Président. Je serai la présidence Yvon Bourrel. Merci, Président. Merci pour tout. L'agglomération est actionnaire de la SCP Occitanie Events, dont le capital est de 1 500 000 € à hauteur de 10 actions, d'une valeur nominale chacune de 1 000 €, soit 10 000 €, 0,67% du capital, et occupe un poste d'administrateur au sein du conseil d'administration. La SPL Occitanie Events a proposé aux actionnaires une augmentation de capital à hauteur de 5 millions d'euros par émission de 5 000 actions nouvelles d'un montant de 1 000 € nominal chacune. Il est proposé au Pays de l'Orne la souscription de 33 actions nouvelles pour un montant de 33 000 €. Ces modifications statutaires exigent donc la peine de l'unité, une décision préalable des assemblées délibérantes des collectivités actionnaires. Ainsi, le conseil d'agglomération est-il invité à approuver le projet d'augmentation de capital de l'SPR Occitanie Events par émission de 5 000 actions nouvelles d'un montant de 1 000 € nominal chacune, à libérer en numéraire à hauteur de 5 millions d'euros, ce qui portera le capital social de 1 500 000 € à 6 500 000 €. Deuxièmement, approuver les modifications de l'article 7 des statuts de l'SPR Occitanie Events consécutives à l'augmentation de capital. Tertio, autoriser son représentant à l'Assemblée générale extraordinaire de l'SPL Occitanie Events, M. Stéphane Rossignol, a voté en faveur de ces dispositions. Et enfin, souscrire à l'augmentation du capital social
de la SPL Occitanie Events par émission d'actions nouvelles à hauteur de 33 000 €, soit 33 actions à 1 000 € chacune, sous réserve de la décision ultérieure d'inscrire les sommes nécessaires au budget. Voilà. Monsieur Parmentier. Merci, Monsieur le Vice-président. La raison de cette augmentation du capital de la SPL Occitanie Events n'est pas précisée. Alors je pense que c'est quand même un point important à savoir pour juger sur ce rapport. Je vous remercie. Je ne sais pas si en annexe au dossier du Conseil d'agglo, vous aviez des documents, donc s'ils le sont. Donc en fait, ça fait suite aussi à la crise sanitaire, hein, en partie. Donc la région, pour renforcer les fonds propres et les actions de la structure, a souhaité et a décidé d'augmenter les capitales, hein, de 1,5 million à 6,5 millions. Donc pour l'essentiel, c'est la région environ à 97%, c'est la région qui abonde l'apport en capital. Et pour ce faire, alors ça c'est la raison, et après sur la technique, hein, pour ce faire, elle sollicite les différents actionnaires, donc déjà pour l'autoriser à faire cette augmentation de capital, et ensuite elle sollicite les collectivités actionnaires, ceux qui étaient actionnaires dans le tour de table, donc l'agglomération du Pays de l'Or, en action, je dirais, réservataire, hein, puisqu'on a une espèce de droit privilégié pour participer à cette augmentation de capital. Et ce qui est proposé ce soir, c'est compte tenu et c'était l'origine, hein, de la participation en capital au sein de cette société publique régionale, compte tenu de l'intérêt, l'attractivité de cet équipement en termes d'externalité, hein, de positive sur l'hôtellerie, le commerce, tout ce qui se passe autour. Alors il y en a aussi des négatifs, hein, on parlait des mobilités et des transports, d'accompagner le dispositif à hauteur du poids qu'on présentait dans le capital, qui restera le même puisque proportionnellement on n'a pas plus de part au capital. Mais la raison, je pense qu'elle est double, hein, c'était abonder en fonds propres et ensuite donner une autre envergure à l'équipement. Je pense que ces débats-là, vous aurez aussi, vous avez dû les avoir déjà en commission au sein du Conseil régional. Oui, la SPL Occitanie Events, c'est effectivement une scission de Montpellier Events, où la région a récupéré l'Arena et le Parc des Expos, qui étaient des équipements qui fonctionnaient beaucoup moins bien que le Quorum et le Zénith. Il y a énormément d'investissements sur le Parc des Expos. Donc la question, c'était est-ce que cette augmentation de capital s'est fait pour investir ou s'est fait pour aussi renflouer les caisses d'une SPL dont les équipements sont, notamment l'Arena, qui est un très bel équipement mais qui est un peu surdimensionné pour la métropole de Montpellier, et par conséquent où on sera obligé de toujours abonder, mais la part du Pays de l'Or est quand même très réduite. Et comme ce n'était pas précisé dans le dossier, moi j'aurais aimé que ça soit précisé parce que c'était la clé pour juger du rapport. Très bien. Ces interrogations sont légitimes, M. Parmentier, il n'y a pas de souci là-dessus. Très bien. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vais vous demander de passer au vote. Allez, vous appuyez. Fin des votes, 42 oui, 2 qui n'ont pas voté, 1 abstention et 0 non. Donc, je vous remercie. Faites revenir le président. Le président va se remettre au travail tout de suite. Donc le vote a donné 2. Très bien, on passe au rapport suivant qui est celui de la constitution et de la prise de participation à la SEM Loire Autrement et la création du GIE LOA2.
L'agglomération, vous le savez, est actionnaire de la société publique locale L'Or Aménagement, qui a été créée en 1990, sous la forme d'une société d'économie mixte avant d'être transformée en SPLA en 2010, puis SPL en 2018. Elle a pour objet d'assurer le rôle d'opérateur à la disposition de ses actionnaires en vue de leur permettre la réalisation de leur politique publique en matière d'aménagement, du développement économique et touristique, de gestion des services publics et de toute activité d'intérêt général entrant dans leurs compétences. En raison de son statut de SPL, L'Or Aménagement exerce ses activités exclusivement pour le compte de ses actionnaires et sur leur territoire. Ainsi, L'Or Aménagement ne peut ni développer des opérations propres dans des logiques de partenariat avec d'autres acteurs privés ou SEM, ou encore des logiques investisseurs associant les acteurs publics, ni prendre de participation dans des sociétés commerciales ou créer des filiales. La mise en place d'une société d'économie mixte, tout en maintenant la structure SPL, est apparue comme la solution la plus adéquate pour permettre une action plus complète sur notre territoire. Les clés de ce nouvel outil d'intervention sont les suivantes. D'abord, une gouvernance efficace autorisant l'association de l'expertise économique et financière du secteur privé au secteur public. Une solution ensuite de promotion et de portage immobilier pour la maîtrise de la vocation des biens et de leur prix. Un partage des risques avec des partenaires privés. Une approche investisseur et enfin la souplesse et le dynamisme d'une société privée. L'agglomération a aujourd'hui l'occasion de participer à ce projet de création d'une SEM qui sera dénommée L'Or Autrement et d'y prendre pleinement part de façon active. L'objet de la SEM L'Or Autrement est d'effectuer toutes les études et opérations d'aménagement, d'acquisition, de construction ou de gérer, d'exploiter des ouvrages au service public pour le compte de ses commanditaires. L'actionnariat de la SEM L'Or Autrement, le capital sera d'un montant de 2 250 000 €, détenu à plus de 50% par des collectivités. D'abord notre agglomération qui entre à 44,44%, et ensuite les communes de Mauguio, Carnon, la Grande Motte et Palavas, respectivement à hauteur de 6,67%. Le reste du capital sera réparti entre la Caisse des dépôts et consignations, la Caisse d'épargne et le Crédit Agricole. Statut et gouvernance de la SEM L'Or Autrement, son conseil d'administration sera composé de 11 représentants. L'agglomération devra désigner un représentant à l'Assemblée générale et 5 représentants au conseil d'administration. L'ensemble des actionnaires fondateurs a convenu d'adjoindre un document extra-statutaire sous forme d'un pacte des actionnaires qui précisera l'ensemble des points essentiels qui structureront cette SEM. En outre, dans un souci de mutualisation des moyens humains et matériels, la SEM et la SPL coexisteront dans un groupement d'intérêt économique, un GIE. Notre conseil d'agglomération est donc invité à approuver les projets de statut et de pacte d'actionnaires de la SEM L'Or Autrement qui lui ont été soumis, de souscrire une prise de participation au capital de la dite SEM d'1 million d'euros et inscrire la somme correspondante au budget principal 2022, de désigner Mme Isabelle Berger comme représentante de notre collectivité auprès de l'Assemblée générale constitutive de la société et la doter de tout pouvoir à cet effet, en particulier celui de signer les statuts et le pacte d'actionnaires et le cas échéant d'y apporter des modifications ou des précisions mineures. De désigner Mme Isabelle Berger, Mme Sophie Eglem, Mme Anne Bonafous, Mme Florence Thomas, Mme Sandrine Dubois-Lambert, vous voyez qu'il y a la parité, pour une fois, mesdames, qui, pour représenter la collectivité au conseil d'administration de la SEM L'Or Autrement, avec faculté d'accepter toute fonction dans ce cadre. De désigner Mme Isabelle Berger pour présenter la candidature de la collectivité au siège de président du conseil d'administration de la SEM L'Or Autrement, de l'autoriser à accepter toute fonction dans ce cadre, notamment celle de directeur général, d'autoriser Mme Isabelle Berger à percevoir de la SEM L'Or Aménagement au titre de ses fonctions de président une rémunération annuelle d'un montant maximum de 500 €, de désigner Mme Florence Thomas comme représentante de la collectivité auprès de l'Assemblée générale de la société et de la doter de tout pouvoir à cet effet, d'approuver le projet de statut du GIE LOA2 ayant pour membre la SEM L'Or Autrement, à créer et la SPL L'Or Aménagement dont l'agglomération du Pays de l'Or est pour toutes deux actionnaires. De doter enfin son président, pour ce qui le concerne, de tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de cette décision et de l'autoriser en raison de la qualité d'actionnaire majoritaire de l'agglomération du Pays de l'Or à signer et à réaliser au nom de la SEM L'Or Autrement en formation tout acte nécessaire à sa création et à son immatriculation.
Voilà, chers collègues, donc cette création que je vous invite à approuver pour nous doter de ce nouvel outil qui, avec le partenariat d'actionnaires en privé, nous permettra de pouvoir aborder d'autres dossiers importants, majeurs. Oui, M. Coine. Merci. Oui, c'est un beau projet que de créer cette société d'économie mixte. C'est une société de droit privé, mais elle est un peu particulière, puisque les partenaires privés de cette société sont plutôt du domaine parapublic, du privé, pour cela la caisse des dépôts, la caisse d'épargne, etc. Donc on peut penser, même si il est prévu que les actionnaires se versent des dividendes pour ces activités qui relèvent effectivement du domaine privé, on peut penser quand même que ce ne sera pas le premier objectif que de faire percevoir des dividendes, et j'espère que les partenaires privés seront d'accord sur ce principe, même si c'est prévu par des actionnaires. Donc on peut penser qu'effectivement cette SEM pourra intervenir dans le domaine de l'immobilier, mais justement dans des affaires qui seront peut-être là où le privé ne pourra pas aller. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut laisser au privé ce qu'il sait faire. Donc cette SEM aura un avantage, c'est qu'elle pourra faire des choses que justement le privé ne peut pas faire pour des problèmes de gestion de risque. Donc, autrement dit, cette SEM va pouvoir prendre des risques que le privé ne peut pas faire. Pour autant, quand on examine le plan d'affaires de cette société, on constate quand même que les opérations sur lesquelles on orienterait, les premières opérations sur lesquelles l'ordre autrement est orienté, c'est alors pour la restructuration de locaux d'activité économique, c'est très bien, puisque là, le privé, c'est très difficile quand on se fait intervenir dans des tissus dégradés, des tissus économiques dégradés. Pour autant, on voit qu'il y a quand même cette SEM à la vocation, enfin en tout cas le projet, d'intervenir sur la fonte de Mauvieux pour créer au moins une centaine de logements, avec effectivement une vocation en corollaire d'accueillir des commerces. Alors effectivement, accueillir des commerces à la fonte de Mauvieux, c'est un peu compliqué pour l'heure, mais alors, on ne voit pas pourquoi on mobiliserait les fonds propres de cette nouvelle société pour s'engager dans la construction de 100 logements de surcroît libres. C'est écrit, hein, monsieur Bourrel, c'est écrit, je lis un texto, il s'agit bien de construction et cession de programmes de logement libre et social, avec prévu des marges d'opération immobilière s'agissant des lots ML6 et ML10A sur la fonte de Mauvieux. Donc c'est écrit page 125 de votre rapport, donc je voudrais vérifier. Je ne pense pas que ça devrait être la priorité des activités de cette SEM que nous créons aujourd'hui. Enfin, je m'interroge sur l'interchangeabilité des personnels entre les LOA, LOA1, LOA2, faire LOA au carré. C'est effectivement se dire, on n'a pas connaissance, on n'a toujours pas connaissance, malgré ce qui nous avait été annoncé l'année dernière, sur le plan d'affaires de leur aménagement elle-même. C'est-à-dire que pour pouvoir vérifier les moyens humains à mettre à disposition de cette nouvelle SEM, encore aurait-il fallu que nous soyons pleinement informés de ce qu'il advient, ou de ce qui va advenir du plan d'affaires de leur aménagement elle-même. Donc nous attendons toujours ce rapport, ce plan stratégique de la SEM, de la SPLA, leur aménagement. Et enfin, une dernière question. Il est prévu dans le pacte d'actionnaires un comité consultatif. Donc je ne pense pas que vous ayez proposé de désigner un représentant à ce comité consultatif. Ça pourrait être plus tard. Oui, c'est très grave. C'est pas prévu aujourd'hui, mais ça viendra effectivement un peu plus tard, après son installation. Alors, sur le plan d'affaires, c'est un peu le cœur de vos interrogations. Donc, le travail qui a été fait, de simulation, puisqu'on est en phase de simulation, puisque les projets ne sont pas encore actés, et la société n'est pas créée, le conseil d'administration s'est pas réuni,
et l'ensemble des partenaires financiers pour le local n'ont pas discuté des projets. Les deux axes principaux envisagés sur cette scène patrimoniale, au-delà de la raison que vous avez rappelée, c'est l'activité économique et dans certaines opérations d'aménagement global, l'intérêt qu'il peut y avoir d'avoir un outil parapublic pour offrir une alternative à simplement de la promotion privée. Alternative ou collaboration, puisque la possibilité de copromotion est envisageable. En l'état, les simulations qui ont été faites, et pour donner aussi de la transparence, évoqué sur le rapport d'après, de la clarté pour regarder si l'outil était viable et comment il pouvait fonctionner dans le temps. Les choix qui seront faits pour la SEM d'intervenir sur un sujet ou sur un autre seront faits par le conseil d'administration, pas par le conseil d'aglo, mais qui est représenté de toute façon au sein du conseil d'administration. Le conseil d'administration avec une majorité de représentants du conseil communautaire et des 3 communes principales, donc plus les organismes bancaires, dans la Caisse des dépôts qui est parapublique et qui est habitué et intéressé sur ce type d'outils sur le territoire. Donc l'opportunité d'intervenir sur des opérations d'habitat mixte, puisque l'intérêt c'était de pouvoir qualifier correctement des rez-de-chaussée qui sont souvent commerciaux, et à la pratique, en tout cas l'expérience des SPL, de la SPL voire d'autres sociétés, c'est que souvent quand un cahier des charges promoteur est adressé, souvent la partie habitat est bien faite, mais le rez-de-chaussée commercial est un peu pas toujours, je dirais, finalisé correctement. Donc voilà, c'est une piste. Il peut y en avoir d'autres. Est-ce que ce qui est présenté en matière économique, là aussi c'est la simulation. Est-ce que demain il va être plus opportun de acheter un terrain, réaliser un bâtiment, le louer, ou préempter sur un terrain d'une zone d'activité, requalifier le bâtiment, ou raser le terrain et le remettre à la promotion immobilière? Tout ça, ça va se discuter au fur et à mesure. Ce qui est acté aussi par l'ensemble des partenaires, en tout cas par les présentations qui ont été faites, c'est le fait de dire il faudra que les dossiers soient étudiés au cas par cas, et bien entendu, il n'y a pas volonté, en tout cas dans une première période, et les formateurs le montrent, d'avoir des retours sur investissement, l'agglomération de premier, puisque l'investissement d'1 million d'euros, c'est un investissement sur le long terme, pour apporter un outil en valeur ajoutée sur le territoire, un outil qui manque. J'avais cette question-là. Après, la troisième, j'en ai oublié une, pardon. Bon, voilà, en gros. Non, vous avez répondu. Je regrette quand même qu'on mobilise une grande partie des fonds propres de cette scène pour d'ores et déjà s'intéresser à un programme, pour réaliser un programme, même si c'est en co-construction, de 100 logements, au moins 100 logements, pour uniquement sécuriser, si je puis dire, l'achat de commerce. 750 mètres carrés de commerce, c'est beaucoup peut-être, mais par rapport à un programme d'ensemble de ces îlots, c'est un peu beaucoup sortir un marteau pour écraser une mouche. Moi j'aurais préféré que les fonds propres qui sont conséquents dans cette augmentation de capital, soient affectés de des petites opérations dans des centres-bourgs qu'il faut redynamiser, remettre un commerce, ici une épicerie, là un bar, où effectivement là on a besoin, la collectivité a besoin de s'impliquer dans le peuplement de ce centre-bourg, qui contribue à sa revitalisation. Et c'est bien moins mangeur de capitaux qu'une opération immobilière d'une centaine de logements. Il va de soi que nous saurons prioriser les choses et que l'idée par rapport à l'intervention en matière de commerce, c'est justement de permettre l'amorçage sur la faune Moguio notamment, pour installer des nouveaux commerces style de recyclerie, je vous donne un exemple, pour essayer ou avoir l'installation d'un marché, d'un circuit court de producteurs, avec vente sur place, pour essayer de consentir des conditions d'installation qui seront discutées avec des cahiers des charges. On ne mettra pas telle ou telle personne comme ça, pour justement permettre une complémentarité de l'existant
on est sur un nouvel outil, j'allais dire, qui sera agile au service des politiques publiques. D'une manière générale, monsieur Cohen, ne nous imputez pas un procès d'intention en disant qu'on va flamber tout, qu'on va flamber le magot en l'utilisant pour quelque chose. Initialement, la scène n'est pas prévue dans l'opération Fonds Memoriaux, qui est une ZAC et qui a des cessions foncières des promoteurs, qui, elle, au contraire, alimente les comptes rapidement, alors que la SEM, elle, devra faire du portage immobilier. Et elle fera l'exercice plus difficile. Mais elle sera au service des politiques du territoire dans son entièreté, notamment sur Fréjorgue, où déjà, quand il y a un lot qui se libère, nous allons pouvoir, j'allais dire, thématiser certains endroits, optimiser l'occupation de certaines terres, essayer de créer des flux d'intelligence entre les différentes sociétés. Bon, vous connaissez le sujet, vous êtes un peu dans une posture, mais au fond de ça, je ne suis pas dans une posture, M. Borel, je lis simplement les documents que vous nous proposez. Je lis, texto, vous lirez, page 185, dégager des marges d'opérations immobilières sur des opérations, sur des macro-lots de la ZAC de Fonds de Memoriaux, sur le macro-lot 6, le macro-lot 10A. Alors, si vous calculez le nombre de logements, ça fait au moins une centaine de logements. Tout ça pour essayer de dynamiser le commerce qui fait effectivement, aujourd'hui, a besoin d'un petit coup de... Nous avons l'intention... Les promoteurs savent très bien faire, les sans logements, on n'a pas besoin de mobiliser les capitaux de la SEM pour faire ça. Si, comme nous en avons l'intention, nous arrivons à créer... C'est pas une posture, monsieur le président. Non, mais j'ai bien entendu. Si, j'ai entendu, moi, la posture. Non, mais vous avez répondu, j'en prends acte. Voilà. Ce que je vous dis, c'est que nous espérons créer une maison médicale, un centre médical, et si ce centre médical se fait, c'est la SEM qui le construira. C'est-à-dire qu'on va avoir un opérateur au bénéfice de la santé publique, avec des prix qui seront les prix que nous savons pratiquer, qui sont les plus compétitifs possibles, qui seront faits peut-être en partenariat avec des opérateurs privés, mais qui seront des prix encadrés, où la SEM aura un droit de regard sur la finalité, sur l'affectation des locaux, c'est-à-dire le choix qui sera quand même guidé au bénéfice des politiques publiques. Ce n'est pas pour faire macro-loi à 100. Dites-vous bien, vous l'avez subodoré, on vous a bien répondu, on n'est pas là pour la reversion de dividendes, on est là justement pour essayer, quand c'est difficile d'amorcer, de porter dans le temps. Les banques, y voilà un partenariat intéressant, parce que nous sommes dans une dynamique, celle que j'évoquais tout à l'heure. Ne nous imputez pas une mauvaise raison, que vous soyez dans une appréciation personnelle de risque, c'est la manière dont nous l'évaluons, et aujourd'hui nous sommes, c'est l'actuel, c'est la création de cet outil qui doit être, j'allais dire, qui au fur et à mesure s'inscrira dans la complémentarité de la SPL. Et par rapport à vos inquiétudes, par rapport au plan d'affaires, l'Assemblée Générale va bientôt avoir lieu, les comptes de la SPL vont être exposés, et vous verrez que malgré un contexte difficile, c'est des comptes qui ne font pas rougir. Voilà. Mais je ne suis pas là pour m'en expliquer, c'est simplement pour un complément de réponse. Bon, sachant qu'effectivement, cette scène va porter aussi d'autres projets dans Palavas, dans l'autre et dans d'autres communes du territoire et au-delà, puisque aujourd'hui on aura la capacité de le faire. Il y avait M. Fandos qui voulait intervenir. C'était juste une précision à laquelle vous avez répondu en partie. Ça concernait justement les excédents de trésorerie qui sont importants, puisqu'il y a 900 000 euros au bout de 5 ans et il y a 2 millions. Donc je voulais savoir un peu par rapport à ces excédents de trésorerie, quel serait le retour pour l'aglo. Donc vous avez répondu à travers les opérations que vous pensez. Qui sont effectivement qui seront portées. Bien, on passe au vote si vous voulez bien. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Voilà, unanimité moins une abstention. Je vous remercie. Nous passons au rapport suivant. C'est une décision modificative, la première. Et donc, c'est la parole à notre vice-présidente Sophie Campagne. Merci, Monsieur le Président. Les crédits ouverts sur les comptes du budget annexe DEJAS nécessitent des ajustements qu'il convient d'intégrer dans la présente décision modificative. Il s'agit en dépenses de travaux de raccordement électrique et VRD et en recettes des ventes de terrain. Le Conseil d'agglomération est invité à approuver la décision modificative numéro 2022-1. Voilà. Vous voyez, ça a une importante
modification financière. Le vote est ouvert pour cette DME. Le vote est clos. Encore quelqu'un qui n'a pas voté. Bon, voilà, le vote est clos. Unanimité, moi j'ai une abstention, je vous remercie. Dernier rapport, c'est la modification du tableau des effectifs de l'agglomération. Rapporteur, monsieur le vice-président Anthony Melin. Merci Monsieur le Président. Lors de chaque conseil d'agglomération, vous est présenté le tableau des effectifs. Il représente la photographie de la liste des emplois et des grades occupés par les agents titulaires ou contractuels sur emploi permanent au moment où il est présenté. Les différentes évolutions au sein des services nécessitent la création, transformation ou suppression de certains emplois. Il est proposé la création de 2 postes et la suppression simultanée de 5 postes. Le comité technique ayant émis un avis favorable et le tableau des effectifs joint en annexe, le conseil d'agglomération est invité à modifier le tableau des effectifs conformément aux dispositions citées. Merci, monsieur le vice-président. Donc, je vous invite à approuver cette modification du tableau des effectifs. Le vote est ouvert. Le vote. Il reste une personne qui n'a pas voté. Voilà, le vote est clos. Unanimité moins une abstention. Je vous remercie. Bien voilà, l'ordre du jour est épuisé. Y a-t-il des observations? S'il n'y en a pas, je vous invite donc à noter la date de notre prochain conseil d'agglomération qui aura lieu le jeudi 14 avril, ici même à 18 h. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances la semaine prochaine.